Dans cet épisode, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégaie et candidate à la maîtrise en orthophonie, discutent des interventions en bégaiement chez l'adulte. Après avoir abordé les principes essentiels en thérapie, elles présentent notamment les deux grandes approches utilisées, soit le façonnement de la fluidité et la modification du bégaiement. Elles touchent aussi à d'autres composantes de la thérapie comme l'éducation psychologique et l'exposition graduée. Finalement, des ressources en bégaiement au Québec sont présentées. Salut Judith! Salut Geneviève! À l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des thérapies en bégaiement chez l'adulte. Donc, pour un adulte qui bégaie, il y a différents traitements qui sont offerts. J'aimerais commencer par te poser cette question, Judith, de manière vraiment générale, vraiment globale. C'est quoi le plus important dans une thérapie pour un adulte qui bégaie? Je dirais que globalement, il y aurait 2 points vraiment importants qui me viennent en tête. Premier point, ça serait de respecter les besoins spécifiques du client. Ça, c'est super, super important. Ça veut dire que c'est vraiment du cas par cas. Chaque client qu'on a en orthophonie, on va utiliser différentes approches qui répondent à ses besoins spécifiques. T'sais, au début, il va être fluide, parfait, on s'en va là-dedans. Il y a des approches qui sont axées sur la fluidité. On y va all-in. On y va au complet. Je m'excuse, j'ai toujours des mots en anglais. On y va all-in. Puis après ça, on regarde où la personne en est rendue, comment ça se passe, est-ce que c'est toujours ça l'objectif? Puis de mon expérience professionnelle, je dirais que souvent, on va aller chercher quelque chose de plus équilibré, je dirais, comme objectif. Et là, ça m'amène à mon deuxième point important en thérapie, en orthophonie. Donc, respecter les besoins spécifiques du client, très, très important et beaucoup relevé dans la littérature comme étant un point qui augmente l'efficacité de nos interventions. Deuxième point, c'est de ne pas seulement axer la thérapie sur la fluidité, justement. Donc, de vraiment prendre en compte la situation globale de la personne dans sa vie. Donc, la fluidité, les aspects affectifs de la personne, donc comment elle se sent quand elle parle, les aspects cognitifs, donc à quoi elle pense quand elle parle, comment elle se sent comme personne qui bégaie, puis les aspects comportementaux qu'on appelle à quel point la personne s'expose aux situations, parle ou au contraire évite de parler. Tout ça, là, dans le fond, là, le but ultime, là, c'est que la personne ait une fluidité qui lui convient le plus possible, avec laquelle elle est bien. Elle se sent confiante en tant que locuteur. La personne se sent confiante en tant que locutrice. En tant que, quand je parle, je suis à l'aise. Puis que je parle dans toutes les situations le plus possible que je veux parler et je dis tout ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on s'assure d'aller chercher tous ces aspects-là pour maximiser l'efficacité de nos interventions, puis qu'à la fin, la personne soit vraiment bien, en fait. Puis c'est ça, tu sais, on termine le suivi en se disant « Génial, maintenant, je me sens bien quand je parle, je me sens mieux. » La fluidité, chacun est différent, chacun atteint un niveau différent de fluidité, mais on veut aller chercher cet équilibre-là, que la personne est bien, puis qu'elle parle le plus souvent possible, puis qu'elle s'empêche le moins possible de parler. On sait par contre qu'il y a des orthophonistes qui, dans leur formation, parce que ça fait à peine 10 ans qu'on parle d'acceptation et tout, et on sait qu'il y a des orthophonistes que dans leur formation, elles se sont fait dire qu'un traitement en bégaiement, c'est nécessairement axé sur la fluidité. Est-ce que les croyances qu'une orthophoniste a sur la fluidité peut jouer sur le traitement? Parce que si elle-même ne croit pas que c'est acceptable de bégayer, ça peut peut-être jouer sur la perspective que le client a de son propre bégaiement. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que c'est pour ça que il y a plusieurs choses que je vois là-dedans. Là, dans le fond, première chose, c'est que historiquement, je dirais, ou dans le domaine de l'orthophonie, moi-même, j'ai été formée un petit peu de cette façon-là. L'accent était beaucoup mis sur la fluidité, sur
un peu le message sous-jacent là, qu'on apprenait, c'était quand la thérapie est réussie, c'est que la personne est rendue fluide. Et là, avec les années, comme tu le dis, on se rend compte que peut-être que c'est pas nécessairement pour tout le monde aussi ce message-là. Peut-être qu'il y en a au contraire qu'on se dit, ben il y a du bégaiement, c'est correct parce que dans le fond, la personne fait tout ce qu'elle veut, puis elle s'empêche pas, puis elle est bien. Fait que c'est plus juste la fluidité qu'on va regarder. Donc, je pense que c'est ça, au niveau de l'orthophonie, puis même, tu sais, en congrès, j'étais en congrès cet automne, le congrès américain là, de l'Association d'orthophonie et audiologie, puis le message que les orthophonistes disaient, c'est « I'm a fixer ». Tu sais, je répare le bégaiement. C'était ça, leur message. Fait que dès qu'on parlait justement de... On était dans une conférence là, avec Christopher Constantino, d'ailleurs, qu'on aime beaucoup, qui était sur le counseling, sur la relation d'aide, sur accompagner la personne pour l'aider à cheminer puis à se sentir mieux, puis aller aborder justement les émotions, les attitudes. Puis la personne a dit, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je suis une fixer, je répare, je veux juste m'occuper de la fluidité, tu sais. Fait que c'est encore ancré beaucoup, tu sais, en orthophonie, ce message-là, tu sais. Puis en bas âge aussi, c'est ancré, là, tu sais, justement, des thérapies qu'on voit que c'est la fluidité à tout prix, puis il faut prendre nos stratégies de fluidité, puis là, allez, si tu les utilises pas, ça marche pas. Puis, tu sais, moi, je me souviens, dans des groupes d'intervention qu'on faisait, là, 10-12 ans, là, c'était ça, là, c'était axé sur la réussite était seulement quand la fluidité était là. Puis on regardait même pas la réussite, ou en tout cas, on regardait moins la réussite de « mais j'ai-tu tout dit ce que je voulais? Ouais. Est-ce que je suis content de ce que j'ai laissé comme message? J'ai-tu tout dit? J'ai été claire dans ce que j'ai dit? » Ou tu sais, d'aller chercher d'autres aspects de la communication qui peuvent être vraiment des succès. Il n'y a pas juste la fluidité comme succès, tu sais. Donc, je pense que c'est ça, tu sais. Il y a cet aspect-là au niveau de l'histoire de l'orthophonie, je dirais, que vraiment, ça tend à changer. C'est un bagage lourd qui traîne encore, que l'on traîne encore maintenant. Oui, puis c'est qu'aussi, il y a certaines, comme on va le voir, il y a quand même beaucoup d'études qui se penchent sur la fluidité puis sur l'efficacité pour diminuer le bégaiement, qui sont bien faites, puis que nous, en tant qu'orthophonistes, c'est sûr qu'on va se fier aux études qui sont existantes. Puis si la thérapie est vraiment axée sur la fluidité, puis on voit que ça fonctionne, bien, c'est sûr qu'on va aller dans ce sens-là. Mais c'est dangereux aussi d'aller juste dans ce sens-là. Parce que là, il ne faut pas oublier tous les aspects qui entourent la vie de la personne, qu'il n'y a pas juste la fluidité. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'on peut atteindre une fluidité à 100% quand on est adulte et que l'on bégaie? Ben non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, certaines études, il y a une revue systématique qui a été faite récemment, là, en 2020, c'est ça, cette année, de Brignell, Amanda Brignell et collègues, qui est en Australie. Là, cet auteur-là est en Australie. Puis ce que ça dit, en gros, là, c'est en regardant plusieurs études de thérapie chez les adultes, on se rend compte que le pourcentage d'amélioration, si on veut, du bégaiement, là, de réduction du pourcentage de syllabes bégayées, c'est comme ça qu'on va mesurer le niveau de bégaiement. Là. Fait qu'on mesure le nombre de syllabes bégayées par rapport à tout ce que la personne dit. Mais ça peut être diminué entre 50 et 57 %. Donc, par exemple, si au début de la thérapie, la personne bégait 10 % de ses syllabes, bien, en fin de thérapie, ça va être autour de 4,5 % à peu près, sans jamais aller chercher un niveau qui est dans la normale, entre guillemets, tu sais, pour un adulte qui serait autour de 0,5, 1 %. Certaines études vont aller jusqu'à 2 %. Donc, c'est ça, tu sais, on voit que le niveau... Il y a du bégaiement qui reste, en fait. Mm-hmm. C'est ça. Et en fait, ça correspond tout à fait à mon expérience personnelle. La thérapie la plus efficace que j'ai eue, j'avais 23 ans, puis avant que j'entame cette thérapie-là, je pouvais avoir des gros blocages intenses dont je ne savais pas comment sortir. Ça me stressait beaucoup parce qu'à chaque fois que je commençais à bégayer, mais je me disais, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va pas durer? Tu sais, j'avais pas de contrôle sur mes blocages. Là, ben, je bégayais encore clairement, mais avec plus de confiance. Comme je sais que si je bloque, ben, je vais sortir de ce blocage-là, puis ça sera pas grave, tu sais. Puis ça, pour moi, ça a été le plus efficace. Mais c'est ça, exact. C'est comme si...
dans le fond, je peux comprendre que dans le fond, l'orthophoniste, en fonction de comment on est formé, en fonction de la littérature actuellement, en fonction de ce qui se passe au niveau international aussi dans le domaine, c'est très axé sur la fluidité quand même. Fait que c'est normal d'avoir cette espèce de réflexe-là, de vouloir diminuer le bégaiement. Mais on se rend compte que ce qui est le plus efficace au bout du compte, là, c'est vraiment que la personne soit plus fluide ou qu'elle soit plus à l'aise, puis qu'elle parle, puis qu'elle dise tout ce qu'elle veut. Justement, dans le merveilleux livre dont on parle souvent, on va redire le titre encore. Là. Dans le livre Stammering, Pride and Prejudice, il y a un chapitre à la page 59, une mère qui s'appelle Doreen Lenz Holt. Le chapitre s'appelle Keep Kids Talking, The Impact of Shame for Children Who Stutter. Puis elle raconte que son fils, qui a 23 ans maintenant, mais elle raconte quand il était jeune, il a été suivi en thérapie très jeune et il a commencé à cesser de parler parce que sa thérapie était complètement axée sur la fluidité et il se faisait constamment rappeler d'utiliser ces techniques. Il se faisait constamment rappeler à l'ordre dans le sens... Mais tu sais, c'est pas ça qu'on lui disait à son enfant. Comme on ne disait pas à son enfant « Tu parles pas bien, fais pas ça », mais le message sous-jacent à le fait de se faire rappeler constamment de bien parler, mais ça veut dire quand tu utilises pas tes techniques, quand tu bégaies, c'est pas bon. Mais lui, comme il n'était pas capable de plus bégayer, ben, il s'est dit, je ne vais pas parler parce qu'à chaque fois que je parle, les gens font des faces, ils froncent les sourcils. On me rappelle d'utiliser mes techniques. Fait que pour un enfant, c'est pas des expériences positives. Fait que c'est sûr que pour se protéger de ça, il a cessé de parler, il a cessé de prendre ce risque-là. Puis ce que la mère explique dans son chapitre, c'est que quand on est enfant, on a des comportements comme voir tout blanc ou noir. Il n'y a souvent pas de zone grise, il n'y a pas de « Ah, eux pensent que c'est pas correct, mais je peux le faire pareil. » C'est comme, si les adultes pensent que c'est pas correct bégayer, mais c'est parce que c'est pas correct. Puis quand on est enfant... ce que la maman dit aussi, c'est qu'on cherche à plaire beaucoup. Puis les enfants veulent se conformer. Fait que quand pour te conformer, il ne faut plus que tu bégayes, mais tu n'es pas capable de ne pas bégayer, c'est sûr que ton instinct va te dire si c'est mieux que je parle pas. C'est ça. Puis je veux dire, c'est malheureusement, moi, c'est encore là, ça me fait capoter quand j'entends ça parce que je me dis, est-ce qu'on est content là, dans cette situation-là? L'enfant parle moins, il n'est pas bien, le bégaiement augmente parce que souvent, ça a quand même un lien. Puis là, après ça, nous, en tant qu'orthophonistes, est-ce qu'on est bien là-dedans? En tout cas, moi, je serais vraiment pas bien là-dedans. Fait que c'est pour ça que, je pense qu'il faut comprendre le grand continuum d'intervention, Dans le fond, il y a certains clients qui vont vouloir être fluides, beaucoup. Parfait. C'est leur besoin, c'est ce qu'ils veulent. Excellent. Puis dans l'autre extrême du continuum, c'est de se dire, moi, le bégaiement, là, ça me dérange pas du tout. Je bégaye, il n'y a pas de problème. Puis tout ça, fait que dans ce continuum-là, le but, c'est que justement la personne soit en accord avec ce qu'elle veut pour vrai. Qu'elle soit bien le plus possible, puis qu'elle soit confiante quand elle parle. Puis encore là, je leur ai dit qu'elle ne s'empêche pas de parler, qu'elle dise tout ce qu'elle veut. Aussi, je pense, excuse-moi, peut-être... je pense que ce qui est important, c'est que la personne qui souhaite parler de façon fluide à 100%, le fasse d'une façon éclairée, c'est-à-dire qu'elle soit consciente, en fait, qu'elle le fasse pour des raisons qui sont saines. C'est-à-dire que sa motivation soit pas parce que je veux me conformer à des préjugés parce que bégayer, c'est laid. Mais que ça soit, mettons, je sais pas moi, parce que je vais être pilote, puis là, il faut pas que je bégaye, ou parce que je veux travailler pour le 911. Mais là, c'est mieux que je bégaye. Pas c'est mieux, là, mais je sais pas si tu me suis, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut que ses motivations soient saines. Mais encore là, c'est très personnel, là. Puis si quelqu'un pense que bégayer, c'est laid puis qu'il veut cesser pour cette raison-là, c'est valable aussi pour cette personne-là. C'est ça. Puis, tu sais, en fait, je pense que en tant qu'orthophoniste, il faut aussi se questionner nous-mêmes sur nos propres croyances face au bégaiement.
Ça, je le fais beaucoup en formation avec les orthophonistes en formation continue, de réfléchir à, disons là, que dans ta vie personnelle, tu as un enfant qui bégaye ou tu as un conjoint qui bégaye. Imagine-toi, tu es au restaurant, ton chum bégaye pour commander. Comment tu vas te sentir? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, j'ai des collègues qui vont dire ben là, non, je veux pas ça, tu sais. OK, mais pourquoi tu veux pas ça? Mm-hmm. Fait que là, il faut aller creuser. C'est quoi la croyance qu'il y a derrière tout ça? Qui se cache en dessous de ça? Puis idéalement, en tant qu'orthophoniste, il faudrait que notre croyance, ça soit le bégaiement, c'est correct. Ouais. Donc, oui, mon chum va bégayer, c'est correct. Mon enfant bégaye. Je dis pas que c'est facile, là. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas qu'on minimise. Je veux dire, chacun va le vivre d'une certaine façon, mais c'est juste de comprendre que comment nous... Si moi, là, ma croyance profonde, c'est que le bégaiement, j'en veux pas chez mon client, je veux que ça s'en aille, bien, c'est sûr que moi, mon discours va être axé là-dessus. Puis si le parent aussi, c'est ça sa croyance, bien, on va vouloir mettre de la pression sur l'enfant pour être fluide. Puis là, c'est là que justement, on arrive à des situations que l'enfant, ben, il veut plus parler. T'sais. Encore là, c'est sûr que là, de ce qu'on parle, c'est vraiment des enfants plus vieux. Là, dans le fond, je dirais 8 ans, 9 ans et plus. Là, parce que c'est sûr qu'en bas âge, on sait qu'il y a quand même plus de chances qu'avec ou sans la thérapie, là, parce que la récupération naturelle, mais pour les enfants d'âge préscolaire, que effectivement le bégaiement puisse vraiment se diminuer jusqu'à aller chercher des valeurs qui sont dans la normale, entre guillemets. Là. On est toujours un peu mal à l'aise à dire ça parce que mais c'est quand même ça. Là. Fait que c'est sûr que là, nous, on parle vraiment des enfants qui sont plus âgés, 8 ans, 9 ans, et plus adolescents et adultes, que là, il faut un peu changer notre vision du bégaiement. De se dire que... Ben encore là, moi, la vision que j'ai est pour tous les âges. Moi, pour moi, le bégaiement, c'est complètement correct. C'est complètement normal, je dirais, parce que, je veux dire, ça fait partie de l'humain, puis on a déjà parlé dans le podcast, puis pourquoi pas se dire que c'est une variation normale de la parole, puis que à d'autres types de différences, je veux dire, ça fait partie de la vie, tu sais. Mais ça, c'est mon opinion personnelle en tant qu'orthophoniste, puis je comprendrais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça pour plein de raisons. Mais tout ça pour dire que je veux que c'est ça. Il faut quand même comprendre, nous, c'est quoi qui se cache comme croyance profonde face au bégaiement. Parce que ça peut teinter notre discours puis la façon qu'on va intervenir. Puis tout ça pour dire aussi que un enfant qui parle plus, mais là, à ce moment-là, il faut voir ça fonctionne pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu as dit tantôt que lorsque les enfants sont plus vieux, 8, 9 ans, puis là, on voit bien que le bégaiement partira probablement pas. Puis là, c'est le temps, ben pas c'est le temps, mais que là, il faut changer notre vision. Mais justement, dans le chapitre du livre Stammering, Pride and Prejudice que j'ai parlé tantôt, la mère disait que ce qu'elle a vécu avec son enfant, c'était qu'au début, quand il était jeune, ben ils se sont fait dire « Ah, ça va partir et tout. » Puis quand c'est pas parti, ben là, elles se sont mis à dire que le bégaiement, c'est acceptable, c'est correct. Puis la mère a pas aimé cette espèce de changement-là parce qu'elle était comme « Mais là, on s'est fait dire dans les premiers temps, il faut tout faire pour que ça s'en aille. » Mais là, finalement, c'est correct. Du jour au lendemain, ben là, maintenant, accepte-le. Oui, exactement. Tout faire pour que ça s'en aille, comme tu dis, c'est lourd. Ça met de la pression sur tout le monde, l'orthophoniste, sur le parent, sur l'enfant. Puis idéalement, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Puis ça me fait penser, là, il y a une dizaine d'années, dans les groupes d'intervention qu'on avait avec des adolescents, on était axés sur la fluidité, c'est sûr, parce que c'était ça. Je veux dire, la vie était de même, là. C'était comme ça. On en connaît plus maintenant, mais dans le temps, c'était beaucoup plus axé sur la fluidité. Puis on était comme des polices de la fluidité. Utilise ces stratégies. Là, on faisait juste rappeler aux jeunes, utilise ces stratégies de fluidité. Non, tu sais. Mais c'est ça, moi, je me sentais mal là-dedans parce que je me disais, c'est ça ma job, là, de genre être sur le dos de quelqu'un pour qu'il pense à utiliser ces stratégies. Parce que quand on y réfléchit, là, utiliser des stratégies de fluidité, on va en parler tout à l'heure, là, plus concrètement de ces stratégies-là, mais c'est impossible de faire ça tout le temps. Dans tous les moments de la vie, c'est impossible pour être fluide à 100%, justement, tu sais. Mais c'est comme si c'était ça aussi qui était fait, tu sais. Ce qui est important, là, c'est d'être clair dès le départ, tu sais, pour tous les âges, avec les gens qui bégayent. En bas âge, c'est
de clairement expliquer que oui, l'enfant peut récupérer naturellement la fluidité. La majorité des enfants le font. Oui, avec l'exemple, la thérapie LITCOM qu'on va utiliser en âge préscolaire, il y a des bons résultats. C'est prouvé comme étant efficace comme thérapie. Il y a des bonnes chances que l'enfant arrive à avoir une fluidité normale, entre guillemets. Mais encore là, il ne faut pas avoir peur de « mais si le bégaiement persiste? » C'est ça qui fait peur. Mais si jamais mon enfant continue à bégayer, tu sais. Fait que c'est de ça vraiment qu'il faut essayer de réfléchir pour se dire « mais ça se peut bégayer. » Puis je veux dire, ça se peut être très bien avec son bégaiement. Moi, j'en vois tous les jours des adultes comme toi qui sont hyper épanouis, qui ont du bégaiement, mais qui ça ne leur empêche pas de rien faire dans la vie. Donc, c'est pour ça que je pense que dès le départ, il faut être très, très clair avec la clientèle, là, d'expliquer clairement, c'est ça, que ça se peut qu'il y ait du bégaiement qui reste. Puis si ça arrive, bien, ça se peut aussi vivre bien là-dedans. Puis aussi, ce que je trouve qui peut aider, là, c'est de remettre le succès la communication à la bonne place. Pas juste axer tout sur la fluidité. « Ah, je suis fluide. Hey, là, je suis content. Ouais. » Ou « Là, je suis bien. » Parce que le parent aussi va dire ça. « Mon enfant est fluide. Ah, là, ça va bien. » Oui, mais en même temps, il y a autre chose que la fluidité dans la communication. Là. Est-ce que ton enfant dit tout ce qu'il veut? C'est intéressant de l'écouter parler. Il y a tellement de connaissances. Il est curieux. Tous les mots qu'il connaît, le vocabulaire. Puis le plaisir de parler. Avoir du plaisir à parler. Puis on peut très bien tout faire ça en étant... en bégayant, tu sais. Justement, ça me fait penser à ce chapitre encore que je réfère depuis tantôt. La mère disait que quand son enfant avait 20 ans, il y a quelqu'un dans la famille qui parlait de ses 3 fils, puis qui a dit que son fils qui bégait est le moins timide de ses 3 fils. En fait, que c'est le plus... J'ai le mot... que c'est le plus... Oui, c'est ça. Ouais. Et quand elle a entendu ça, elle s'est dit, mon Dieu, mais c'est vrai. C'est mon fils qui bégait, le seul qui bégait, mais c'est le plus extraverti des 3. Un empêche pas l'autre. On peut tout à fait bégayer puis être bien dans sa communication, être... joyeux, avoir du plaisir quand on communique. Bien, complètement, tu sais. Puis ça, je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Ça enlève cette pression-là d'être fluide à tout prix. Quand le succès, on le met ailleurs. Donc, on le fait sur le fait d'avoir du plaisir à parler, puis à faire des blagues. Puis dans le fond, c'est tout ça, là, en fait, ça fait que tranquillement, on veut avoir des croyances plus positives face au bégaiement. On veut y faire une place, l'accueillir, le tolérer, voire ultimement l'accepter à un certain point, ce qui est très important dans justement le bien-être de la personne. Parce que ça, c'est de plus en plus reconnu que quand la personne, elle accepte à une certaine mesure son bégaiement, elle est plus en paix, entre guillemets. Là, c'est sûr, des fois, ça fait peur de parler comme ça, mais plus être en paix avec le bégaiement, bien, on est mieux dans la vie. On met moins d'emphase sur le bégaiement, puis plus sur qu'est-ce que tu trouves important à faire dans ta vie, c'est quoi la job qui t'anime, c'est quoi les relations sociales que tu as le goût d'avoir. Mais on porte moins attention au bégaiement, si on veut, tu sais. Je pense que dès le départ, c'est ça, chez les enfants, c'est aussi de parler de ça avec le parent pour créer un environnement familial qui est tellement positif, puis que chacun peut parler comme il veut, qu'on peut être nous-mêmes, puis que oui, il y a du bégaiement, puis c'est correct, tu sais. Puis ça fait que l'enfant se sent mieux, il parle plus, le parent se sent soulagé, puis ça fait que même, moi, ce que je trouve là avec ça, c'est que ça peut aider la fluidité. Parce que quand c'est ouvert, quand on en parle, on est à l'aise, souvent, il y a moins de bégaiement. Que versus quand on le cache, puis qu'on est tellement mal, puis que c'est tabou, c'est pire, tu sais. Puis aussi, quand on travaille avec la famille pour faire en sorte que l'environnement familial soit plus ouvert, ben ça peut avoir des conséquences positives pour les autres membres de la famille. S'il y a quelqu'un dans cette famille-là qui fait de l'anxiété, ou ça peut créer un environnement où les gens vont être plus à l'aise de parler des choses sur eux-mêmes qui aiment moins, tu sais. Donc, ça peut être vraiment bon, dans le fond. Bien, vraiment. Puis, tu sais, je trouve que
le fait dans ma pratique clinique, là, que je vois des enfants, des adolescents, des adultes, je le vois aussi que ça peut aider en fait pendant toute la vie de la personne. Quand dès le départ, le plus possible, on essaie de prendre le bégaiement avec nous, puis tranquillement de vivre avec, puis d'essayer de ne pas combattre nécessairement, mais ça fait que l'enfant disons un exemple, qu'un enfant garderait le bégaiement qui est persistant, puis il a 7-8 ans, puis ça persiste, mais dès le départ, il peut déjà avoir une bonne vision de lui, puis ça ne va pas nuire à son estime de lui, ça ne va pas nuire à sa socialisation, à tous les aspects de sa vie, comme on pense que le bégaiement peut le faire. Fait que je pense que ça, c'est gagnant là, vraiment pour la vie, pour toute la vie de la personne. Je trouvais que c'est important qu'on parle de ça au départ, là. Tout ce qu'on a parlé, là, justement, des croyances face au bégaiement, puis de l'importance de cibler nos objectifs orthophoniques en fonction de chacun de nos clients. L'autre chose aussi que je trouve qui est très importante en intervention, c'est d'avoir une approche intégrée qu'on appelle. Ça veut dire que c'est pas nécessairement juste une approche d'intervention qu'on va prendre. Parce que ça, c'est noté dans plusieurs études que c'est plus efficace d'utiliser plusieurs approches d'intervention pour une personne. Donc là, on y arrive là, de parler de quelles sont les thérapies spécifiquement là, qu'on peut utiliser en orthophonie. Si on se penche justement sur les approches axées sur la fluidité, qu'est-ce qui est plus reconnu dans la littérature? Donc, je dirais qu'on peut commencer par les 2 grandes approches qui existent, façonnement de fluidité et modification du bégaiement. Donc, le façonnement de fluidité, c'est une thérapie qui est axée vraiment sur le comportement de parole fluide. Ça veut dire qu'on vise la fluidité. C'est vraiment ça le but, là. Fait qu'on va aller chercher plein d'affaires dans la parole pour être fluide. Entre autres, je pourrais parler des stratégies de fluidité traditionnelles là, qu'on dit. Là. Donc, par exemple, les contacts légers. Ça veut dire que quand je commence ma phrase avec une consonne, disons si je veux dire Geneviève, je dirais plus une consonne. Disons, je veux dire comme une bravo, mettons. Bilabiale. Ouais, bravo. Là, le contact léger, ça veut dire que ma bouche va être vraiment, vraiment très, très molle quand je vais dire le B. Donc, ça serait comme bravo. Je sais pas si tu vois la différence, c'est bravo. Mon B est plus clair. Puis là, bravo. Ben, en fait, ça me fait vraiment penser, parenthèse, quand je suis dans un magasin, j'achète quelque chose, puis là, à la fin, il faut toujours dire merci. Pour moi, c'est un moment stressant parce qu'il faut le dire. Si je le dis pas, puis il n'y a pas 36 façons de le dire. Fait, ça a été un gros stress dans ma vie. Puis, comme le B, le M est une bilabiale aussi, donc tes lèvres sont collées, puis là, il y a un risque, ben, pour moi, en tout cas, qu'elle ne décolle pas. Puis... mais pas qu'elle... Plus jamais. Mais c'est ça, qu'il y a du bégaiement sur le M. Oui, c'est ça, exact. Puis, ben c'est ça, avec mon orthophoniste, on a travaillé sur le merci, donc que la pression soit minimale. Fait que merci. Puis il y a des fois que je fais du bégaiement volontaire sur le merci. C'est très rare que je bégaye pas sur le merci quand j'achète des choses, mais je suis à l'aise parce que justement, ça sort assez rapidement, puis c'est dans un contexte où, tu sais, les choses se passent tellement vite que c'est pas grave, tu sais. Là, dans ce cas-ci, c'est ton M qui est un peu modifié. Au lieu d'avoir une articulation qui est plus solide, là, qui est plus claire, on le fait vraiment mot. Merci. C'est comme un petit M. Moi, des fois, je l'écris là, avec toute petite consonne pour qu'on le prononce comme moins, ce bout-là. Fait que ça, c'est il y en a 5, en fait, là, stratégie traditionnelle. Là, ça en est une, un contact léger avec les consonnes. La deuxième, ce serait les initiations douces avec les voyelles. C'est le même principe, mais avec des voyelles. Donc, si je veux dire « allô », au lieu d'avoir un « a » qui est très clair, je vais vraiment mettre plus de l'air. Je vais comme « allô » versus « allô ». L'initiation douce, ça serait « allô ». C'est un peu le même principe. Je commence, parce que souvent, le bégaiement, c'est en début, en début d'énoncé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ces stratégies-là, souvent en début de mot, là. Donc, ça, la troisième stratégie, ça serait le débit ralenti. Parce qu'encore là, dès qu'on change un paramètre de la parole, ce qu'on remarque en bégaiement, c'est que ça va diminuer. Le bégaiement va diminuer. Donc, si je parle plus lentement comme ça, il y a certaines personnes que ça va
en fait, des fois être suffisant pour moins bégayer, pour ceux qui ont des bégaiements plus légers. Donc, de changer le débit. La 4e, c'est le fusionnement qu'on appelle. C'est un débit d'air qui est continu. Ça veut dire, au lieu de dire « je m'appelle Judith », comme de séparer les mots entre eux, on va les fusionner. Je m'appelle Judith. Puis là, en même temps, j'ai même mis un petit peu de contact léger au début. Là. Je m'appelle Judith. Le fusionnement, c'est de comme tout coller les mots ensemble. Je ne sais pas si tu vois la différence. Oui. Ben, je m'appelle Judith. J'ai pratiqué ça moi-même dans les thérapies. Mm-hmm. Ça aussi, hein, c'est quelque chose que des fois, la personne, encore là, chaque personne est différente. Il y en a qu'une stratégie fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Il y en a que c'est toutes les stratégies ensemble qui fonctionnent. Chacun est différent. Mais le fusionnement, souvent, ça aide quand même à aller chercher une fluidité. Puis la dernière stratégie, c'est la segmentation. Ça veut dire qu'au lieu là, de parler là, puis de faire aucune pause, des fois, là, je parle de... Puis là, tu sais, comme tout est enchaîné, là, c'est d'y aller par petits bouts. Fait que, mettons, je dirais, je m'appelle Judith. Je suis orthophoniste. J'ai 36 ans. Tu vois, ça veut dire que là, j'ai comme... Au lieu de dire, je m'appelle Judith, je suis orthophoniste, j'ai 36 ans. Et là, je l'exagère, mais tu sais, au lieu de tout dire d'un bout, on segmente en petits bouts. Et ça peut faire que ça diminue le bégaiement. Et ça, cette approche-là de façonnement de fluidité, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a eu beaucoup d'études. C'est une des approches qui a eu le plus d'études, en fait, là, dans la littérature. Et là, ça m'amène à parler du programme Camperdown, qui est un type de façonnement de fluidité, mais parole prolongée qu'on appelle. Et ça, il y a eu beaucoup d'études dans les dernières années au niveau d'efficacité. Donc, de dire que pour les adolescents et les adultes, c'est un programme qui est très intéressant pour aider les gens qui veulent, là, encore là, on rappelle, qui veulent être plus fluides. Bien, c'est une bonne avenue, le programme Camperdown. Donc ça, c'est la parole prolongée. Là, c'est un peu de tout faire en même temps, je dirais, comme stratégie. Donc, exemple, là, si je l'exagère, là, le programme Camperdown, c'est d'apprendre une parole prolongée qui est non naturelle, mais avec laquelle c'est impossible de bégayer. Mm-hmm. Par exemple, si je dis « je m'appelle Judith », ça serait « je m'appelle Judith ». Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais je veux dire, t'as-tu entendu ces stratégies-là de parole prolongée avant? Ben, j'ai entendu parler de Camperdown, mais j'avais jamais entendu... Ben, je sais qu'au début, c'est extrêmement lent. C'est ça. Puis de plus en plus, on se pratique, puis on se rapproche d'une parole plus naturelle. Exact. Fait que là, tu sais, le modèle, là, vraiment exagéré comme je l'ai fait, là, c'est vraiment d'aller chercher un débit lent, une articulation qui est très molle, une voix qui est continue. C'est un peu tout faire en même temps. Puis, normalement, en fait, dans tous les cas, là, le bégaiement, c'est impossible de bégayer avec ça, quand on le met de manière extrême comme ça, la parole prolongée. Puis dans le programme, il y a 4 phases. Puis tranquillement, c'est d'aller chercher une parole plus naturelle possible. Donc là, la phase 1, c'est d'apprendre cette parole-là qui est bizarre, qui est prolongée, qui est non naturelle. La phase 2, c'est de le pratiquer tranquillement, de manière structurée, à parler avec, encore là, très peu de bégaiement, mais la parole la plus naturelle possible. Puis je dirais là qu'après la phase 2, la personne peut parler un peu comme je parle présentement. Ça veut dire que c'est naturel, mais moi, je le sais que dans ma bouche, c'est plus lent, c'est un peu plus mou aussi, mais ça reste quelque chose qui est acceptable, entre guillemets, dans la société, comme façon de parler. La phase 3, ça va être de vraiment le généraliser dans la vie de tous les jours, utiliser cette parole-là dans plein de situations significatives pour la personne. Et la phase 4, c'est le maintien. Donc, on veut maintenir les acquis pendant au moins 1 an avant de terminer complètement le programme. Dans la phase 1, où on parle de façon très lente, est-ce qu'on se pratique avec des amis, dans des espaces de confiance? Parce que j'imagine aller dans la rue... mais le but, c'est vraiment juste que la personne le fasse dans sa bouche, puis le maîtrise dans sa bouche à elle, pour être à l'aise avec ce modèle-là, puis bien le faire, puis bien comprendre. Mais oui, on va le faire avec l'orthophoniste. Des fois aussi, on le fait avec Des fois, on utilisait le terme « copain de communication » là, avec nos ados. Là. Fait que oui, tu peux le faire avec ta mère, avec ton père, ce genre de modèle-là. Mais le but, c'est pas de le faire au restaurant, mettons. Là, c'est vraiment comme un modèle de pratique. Donc là, c'est un programme, c'est ça, qui est australien.
qui a beaucoup d'études d'efficacité pour ça, qui est très bien structuré. Moi, je dois dire que je l'aime bien parce que je trouve que c'est organisé, on sait où on s'en va, on a des critères de passation pour chaque phase, des critères de réussite, là, si on veut. Donc, je trouve ça très, très bien fait. Je dirais, par exemple, que si on revient là, à l'approche globale de façonnement de fluidité, là, ce qui est bien, c'est que cette approche-là, souvent, la fluidité peut être assez acquise rapidement, je dirais. Changer des paramètres de parole, puis ça améliore la fluidité rapidement, je dirais. Ce qui est, par exemple, le côté négatif de ça, c'est que des fois, ça ne se maintient pas nécessairement dans le temps. Pas pour tout le monde. Encore là, ce que je dis, c'est jamais généralisable à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est noté, notamment dans une étude de Yarus et collègues en 2002, qui avait fait un sondage auprès de 71 adultes qui bégaient. Ceux qui avaient eu de la thérapie par façonnement de fluidité relevaient plus de rechutes, qu'on appelle, que ceux qui ont eu des thérapies avec une autre approche de modification de bégaiement qu'on va parler. Donc ça veut dire que la rechute, là, ça veut dire qu'après quelques mois que j'ai fait la thérapie, le bégaiement revient, remonte, de la fluidité, c'est moins fluide, on le dira comme on voudra, mais en fait, c'est ça, c'est que le bégaiement revient. Alors, c'est ça qui fait que c'est la limite, je trouve, un peu de cette approche-là, parce que comme on l'a dit, c'est impossible de faire ces stratégies-là tout le temps. Mm-hmm. Puis encore là, plusieurs années, on mettait un peu cette pression-là de « oui, prends tes stratégies, t'es capable. » Mais c'est ça, c'est lourd de le faire tout le temps parce que c'est dur de mettre ça en place. Ça prend beaucoup, beaucoup de... faut y penser, il faut le pratiquer. C'est pas si facile que ça. Puis il y en a qui réussissent très bien, c'est super. Mm-hmm. Mais pour ceux qui ont plus de misère, ben là, il faut aller chercher autre chose. Oui, ben je me rappelle moi-même quand... avec mon orthophoniste, on sortait prendre des marches pour pratiquer les techniques. Puis pendant 1 heure, marcher, penser à mes techniques, penser à ce que je voulais dire, c'était épuisant. C'est vraiment aller contre le naturel de ta parole. Ce qui est pas, tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est épuisant. Tu sais, il faut comprendre ça, là. Mais c'est ça, tu sais, puis souvent en Camperdown ou en façonnement de fluidité, on va aussi pratiquer la double tâche, comme tu dis. Ça veut dire que je parle, j'essaie d'utiliser mes stratégies pendant que je fais autre chose. Je marche ou j'écris l'alphabet sur une feuille, je fais un dessin sur une feuille pour se pratiquer à ce que ça soit plus facile à l'utiliser parce que dans la vie, souvent, on fait plusieurs choses en même temps. Mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, mais ça se peut. Tu sais, je trouve vraiment que c'est une belle avenue pour ceux qui veulent utiliser le programme Camperdown ou d'autres stratégies. C'est très, très, très gagnant et très, très profitable, là, souvent. Mais il faut juste être conscient que des fois, c'est ça, là, de ne pas se mettre trop de pression à utiliser toujours les stratégies parce que c'est facile de se sentir coupable, tu sais. Je suis pas capable. Mon Dieu, ben, c'est ça, tu l'as senti aussi en thérapie, toi. Je suis pas capable, ça marche pas. Fait que c'est ma faute. Ben oui, puis l'orthophoniste aussi, il faut s'enlever cette pression-là, de dire, mon Dieu, mon client va l'utiliser toujours. Puis quand il ne l'utilise pas, on se sent une mauvaise orthophoniste. On a déjà entendu ça, tu sais, avec les collègues là, en orthophonie. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là de le plus souvent possible. Tu veux être fluide, tu utilises tes stratégies, parfait. Puis il y a certains moments que non. Là, pour plein de raisons, là, j'en prends pas, je bégaye et c'est correct. Si on considérait que le but de la thérapie, c'est d'être capable d'utiliser les techniques quand tu le désires, puis en même temps de se dire, mais s'il y a des jours que ça fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça, ben on considérait que les thérapies fonctionnent. C'est peut-être juste une question d'angle de vue, là. Oui, puis en fait, je trouve que le programme Camperdown, là, de ma connaissance, là, avec les années, c'est quand même rendu plus flexible. De justement dire que finalement, c'est le client qui décide la fluidité qu'il veut, rendu en phase 3, en phase 4, c'est quoi les situations qu'il veut utiliser ses stratégies, c'est lui qui décide sans mettre de critères que la sévérité doit être 0,1 tout le temps, dans toutes les situations. Ça fait que ça, je trouve que le Camperdown, à travers les années, ça s'ajuste bien, en fait, à quelque chose de plus réaliste. Donc, oui, il y aurait du bégaiement des fois, puis c'est correct. Et là, ça m'amène à parler de la deuxième grande approche
école de pensée, je dirais, là, école d'intervention là, en orthophonie, donc le façonnement de fluidité qu'on a parlé. Deuxième grande approche, c'est la modification du bégaiement. Et ça, c'est différent en termes qu'on ne vise pas la fluidité à tout prix. On va pas noter les échelles de sévérité à tous les jours comme on pourrait le faire en façonnement. Le but, c'est pas ça en modification de bégaiement. Le but, c'est de parler de manière spontanée, de dire ce qu'on veut dire. Puis quand il y a un moment de bégaiement qui est plus tendu, qui est plus dur, là, on va le modifier. Ah, fait que c'est ça que je fais, moi, dans le Mais ça, tu me disais tantôt. Ouais. Tu prends du façonnement, mais tu prends de la modif aussi. Ouais. Puis ça, là, c'est ça aussi qui est nommé, je l'aurais dit, là, dans la littérature, il y a des études qui montrent que c'est plus efficace d'utiliser pas juste du façonnement, mais aussi de la modif, puis là, autre chose au niveau affectif, cognitif qu'on va voir tout à l'heure, mais d'avoir un espèce de melting pot, là, je le dis en anglais, voyons. De potluck, non, c'est encore en anglais. C'est vraiment pas simple. De combinaison de tout ça. De boîte à outils. Une boîte à... Non. Ouais, mais c'est encore là, tu sais, en modification de bégaiement, là, il y a certains auteurs orthophonistes qui n'aiment pas tant ça, ce terme-là, boîte à outils. Oui, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps. Oui. Mais tout ça pour dire que modifier le bégaiement, là, ça veut dire qu'il y a, tu sais, typiquement, là, il y a 3 façons de modifier. Avant, pendant ou après mon moment de bégaiement. Ça veut dire que là, si on va le faire pendant pour commencer. Je vais te montrer. Fait que, mettons, je bégaye. Là, encore là, cette approche-là, là, je parle. Je change pas ma façon de parler pour être fluide. C'est pas ça du tout, là. Fait que là, je parle. Puis là, disons, j'ai un bégaiement. Et ce qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre en premier qu'est-ce qui se passe quand je bégaye. Si, disons, on dit le merci, là. On revient à ton merci. Fait qu'au début, c'est de voir, bon, qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? OK, là, merci. Ah, ben là, je sens que mes lèvres se sont collées. Je sens que j'étais tendue dans ma gorge. Je sens que j'ai bougé la tête, peut-être. Tu sais, merci. Donc là, c'est de reconnaître en premier qu'est-ce qui se passe dans mon corps, identifier, de le décrire en termes au « je ». Donc, j'ai fait ça. Ma bouche s'est collée. Pas de dire le bégaiement a fait en sorte que ma bouche a collé. C'est de se dire non, c'est moi qui a collé mes lèvres. C'est un langage qu'on appelle affirmatif, là, qu'on appelle... c'est comme ça nous responsabilise. Ça, c'est important en modification du bégaiement. Ça veut dire que j'ai collé les lèvres. Et là, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier ça. Donc, de relâcher ces parties du corps-là qu'on a tendues pour que le bégaiement soit plus facile. C'est ça l'objectif de la modification. Bégayer de manière facile. Easy stuttering. Un bégaiement plus relâché. Fait que c'est pas d'enlever le bégaiement. Tu sais, le façonnement, c'est beaucoup axé sur être fluide, un peu enlever le bégaiement, là. C'est quand même ça le message sous-entendu. En modif, c'est pas ça. En modif, c'est le bégaiement est là, mais on veut juste qu'il soit plus facile, plus relâché, puis que ça nuise moins à la communication, tu sais, que la durée soit moins longue, que la tension soit moins grande, pour qu'on soit plus confortable. Aussi, il y a des personnes qui bégaient que lorsqu'elles bégaient, ça fait mal parce que va forcer tes lèvres ou ta mâchoire va être tendue, puis à la fin de la journée, ben je peux pas dire douleur, là, mais tu sais, tu peux avoir mal à la tête ou... Mais complètement. Fait que c'est pour ça que je trouve cette approche-là est intéressante parce que ça permet de vraiment... Là, on plonge dans le bégaiement, là. Puis là, on le décrit, là. Puis le fait de faire ça, c'est qu'on se désensibilise aussi. Donc là, c'est ça. Fait que là, disons qu'on revient à notre modification pendant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il y a le blocage. Merci. Le moment de bégaiement. Puis on modifie pendant. Fait que là, moi, mes lèvres sont collées. Je sens de la tension. Merci. Ça sonne un peu comme du façonnement, là. Souvent, les gens disent ça, mais tu sais. Mais en fait, l'approche est différente. Ouais, c'est que vraiment. là, dès que j'ai un moment de bégaiement, je vois, c'est mes lèvres qui sont tendues. J'essaie de le sentir dans mon corps, puis de relâcher ce qui est tendu. Merci. J'avais justement lu, ça me fait penser que la méditation, la pleine conscience dans les moments de bégaiement, ça peut aider. Parce que justement, tu as du recul par rapport à tout ce qui se passe autour, puis tu es vraiment en contact avec ce que ton corps est en train de faire. Vraiment. Pour prendre de la distance par rapport à ça. Complètement. Puis ça, dans le fond, c'est quand on va parler tout à l'heure des aspects plus de l'éducation psychologique.
Ça, tu vois, la pleine confiance. La pleine conscience. Je suis en pleine confiance. Quand même juste. Mais ouais, ça, là, ça fait partie, entre autres, de la thérapie d'acceptation et d'engagement qu'on a déjà parlé dans un autre podcast. Parce que oui, ça aide d'être dans le moment présent, de ne pas être 8 mots plus loin, d'anticiper. Parce que quand on bégaye souvent, moi, je me le fais souvent dire par mes clients, on anticipe ce qui va se passer. Ça augmente la tension parce que là, je vais bégayer sur mon merci. Là, je vais dire merci tantôt, là, puis là, je vais bégayer, là, puis là, je le sais. Fait que ça, là, c'est une espèce de build-up là, de stress-anticipation qui fait que oui, ça augmente le bégaiement, tu sais. Puis des fois, non, parce que des fois, on a peur, puis finalement, ça coule bien, tu sais. C'est pas toujours non plus égal, mais ça, là, la pleine conscience, j'avoue que je suis très, très, très fan de ça pour tous les aspects de la vie et donc avec les gens qui bégayent, parce que ça aide justement à revenir au moment présent, à sentir son corps, à s'écouter. Et ça peut aider aussi en modification du bégaiement d'être présent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je change le moment de bégaiement puis je continue ce que je veux dire. Donc là, c'est ça. Fait qu'on avait la modification du bégaiement pendant. On peut le faire après aussi. Donc là, si je dis merci, là, je peux prendre la pause puis recommencer mon mot. Merci. Ça serait une modification qui est après le moment de bégaiement. On appelle ça aussi des fois une autocorrection. Je ne sais pas si tu avais vu ça dans tes thérapies, là, que dans le fond, c'est des fois, le moment passe vite. Hein? Merci. Merci. Fait que c'est comme tu sais, ce qu'ils disent des fois dans les auteurs, c'est de reprendre comme c'est toi le boss. C'est toi le boss de ton bégaiement. Fait que là, tu as eu un bégaiement, t'as peu, là. Puis tu recommences. C'est toi qui décides. Puis la modification, fait que pendant, après, puis la modification avant le moment de bégaiement, ça veut dire que pendant que c'est comme si tu sentais le moment de bégaiement monter. Moi, souvent, mes clients me disent ça, je le sens arriver, là. Mais ça serait de reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand ça arrive, puis de changer, de modifier quelque chose dans le corps pour relâcher la tension. Moi, je parle beaucoup avec mes clients des épaules, là. Tu sais, quand on bégaye, là, puis qu'on a les épaules rendues aux oreilles, là, on est comme, c'est assez stressant bégayer pour le corps, là. Fait que des fois, c'est aussi de relâcher tout ça, puis de s'en rendre compte, de sentir son corps, puis de modifier ça, d'essayer de changer ça. Et tout ça pour dire que ces deux grandes approches-là, c'est vrai qu'en modification du bégaiement, il y a un peu moins d'études d'efficacité. Il y en a quand même. On pense que c'est une approche qui est efficace, c'est sûr, mais c'est ça. Il y a, en termes de quantité puis d'études là, vraiment très solides au niveau méthodologique, là, c'est vrai qu'en modification de bégaiement, il y en a moins qu'en Camperdown. Là, je parle du Camperdown, là. Mais je trouve que c'est très important quand même d'avoir cette approche-là en tête parce que, en tout cas, de mon expérience clinique puis de certaines expériences cliniques de chercheurs à travers le monde, là, ça peut vraiment aider les clients, cette approche-là. Puis d'ailleurs, il y a Viviane Siskin, une des orthophonistes américaines, qui utilise cette approche-là à travers sa thérapie qu'on appelle thérapie de réduction de l'évitement pour le bégaiement. Oui. Donc, en anglais, c'est ARTS. Oui, ARTS, Avoidance Reduction Therapy for Stuttering. Exactement. Puis les buts de cette thérapie-là, c'est de reconnaître les stratégies d'évitement. Donc, par exemple, tu sais, ce qu'on a vu là, justement, tu sais, je bégayais, ben là, je vais faire semblant de chercher mon mot, je vais détourner les yeux, je vais arrêter de parler, je vais pas... L'évitement peut être aussi l'évitement, je ne vais pas à ma fête, là, ou je ne vais pas à la sortie que je voulais faire. J'évite la situation complètement. Ça peut être au niveau de rajouter des mots. Je rajoute un bain pour cacher mon bégaiement. Il y en a d'autres, là. C'est ça, tout ce genre de stratégie-là qu'on peut faire. C'est de les comprendre puis de tenter tranquillement de les diminuer. Le but ultime de cette thérapie-là, c'est d'avoir une communication plus libre, plus spontanée, plus confiante, tu sais, qui fait vraiment le lien avec la modification. Hein? Ça veut dire, le but, là, c'est pas de se débarrasser du bégaiement, pas du tout. C'est de parler, d'être spontané dans ce qu'on dit, de pas anticiper le bégaiement. Puis on veut, au bout du compte, qu'il y ait moins d'impact, le bégaiement, dans la vie de la personne. Puis il y a différents outils là, thérapeutiques là, qui existent dans cette thérapie-là, dont le bégaiement volontaire, la désensibilisation, donc de s'exposer à des situations. Elle utilise beaucoup les groupes, Viviane Siskin aussi, là, des groupes d'intervention pour que les adultes s'encouragent entre eux, puis
ça aide à mieux se sentir au bout du compte avec le bégaiement quand on sait qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Et c'est ça. Fait que, tu sais, en modification du bégaiement, là, le but, là, globalement, là, c'est de dire ce qu'on veut, quand je le veux, de manière la plus confortable possible, de manière spontanée. Et on s'inquiète moins aussi de ce que les autres peuvent penser. Puis, dans le fond, on est plus libre par rapport à être qui on est vraiment, puis à montrer qui on est vraiment. Au début de notre podcast, tu as dit que ce qui est vraiment important, c'est de suivre ce que le client veut. Puis, personnellement, je me reconnais tellement plus dans les thérapies de modification du bégaiement, là. Surtout dans le mot spontané. Là. Ouais, de parler de manière spontanée. Comme pour moi, dans mes critères, ça, c'est plus important que de constamment penser à organiser mes muscles ou whatever. Ben oui, c'est ça, de toujours penser à comment parler. Ouais. Puis je me rends compte que personnellement, je suis quelqu'un de vraiment spontané. Puis je pense pas être capable de fonctionner d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Je me reconnais vraiment mieux là-dedans que dans une approche axée sur la fluidité. Ouais, puis tu sais, encore là, c'est ça. Chacun a des besoins différents. Mm-hmm. Chacun a une... Puis c'est pour ça que c'est important aussi en orthophonie, là, dès le départ, là, moi, j'explique à mes clients tout ce qui existe. Puis après ça, c'est lui qui décide. Ah, ben le camper down, ça me tente. Ah, ben une modification du bégaiement, j'essaierai peut-être. Parce qu'encore là, il n'y a rien de facile, je dirais, hein, dans le sens que le bégaiement, c'est pas juste, OK, ben la modif, je le sais, puis ça marche tout le temps. Tu sais, c'est quand même de la pratique, c'est quand même du temps. C'est ça, il n'y a rien de magique là-dedans, tu sais. Mais quand même, c'est ça, c'est intéressant de savoir un petit peu c'est quoi l'étendue d'approche possible. Puis il y a une troisième, je dirais une autre approche qui est beaucoup utilisée chez les enfants, en termes de, ça s'appelle le conditionnement opérant. Chez les enfants, on va beaucoup utiliser le programme LITCOM qui utilise ça. Donc, c'est de renforcer un comportement qu'on désire, dans ce cas-ci, la fluidité, pour aussi nommer des fois un comportement qu'on veut éliminer. Là, c'est ça les termes, là, mais en tout cas. Donc, le bégaiement, en ayant des commentaires quand l'enfant bégaie puis quand l'enfant est fluide. Tout ça de manière très positive. Hein. Le LITCOM est vraiment quelque chose de très, très agréable à faire là, pour l'enfant. Chez l'adulte, il y a certaines études qui utilisent ce conditionnement opérant-là pour diminuer le bégaiement. C'est toujours ça qu'on parle. Ça s'appelle le Self-Imposed Timeout. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, ça, en fait, c'est que quand la personne parle puis il y a du bégaiement, c'est d'arrêter de parler pendant un nombre de secondes X après le bégaiement. Donc, quand je parle, puis là, j'ai bégayé, fait que j'ai arrêté de parler. Puis j'aurais pu continuer à parler. Fait que c'est comme de prendre vraiment une pause après le bégaiement. Puis il y a quand même des études australiennes par rapport à ça, là, d'efficacité. Moi, cliniquement, dans ma clinique, je dois dire que quand je le propose aux gens, souvent, ça les intéresse moins. Oui, ben moi aussi, comment je réagis, là, c'est mais encore là, ouais. Tous les goûts sont dans la nature. Dans le sens que c'est quand même ça qui existe. Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Il faut en parler. En orthophonie, c'est ça. Ça fait partie des options possibles. Oui, parce que c'est prouvé, c'est prouvé que quand le client est partie prenante de la décision, ça va, que nécessairement l'efficacité sera plus élevée. Mais complètement. Fait que c'est pour ça que c'est important de tout proposer au client de manière la plus neutre possible. Donc, de ne pas dire « Ah, le camper down, ça, c'est vraiment, vraiment bien. » Puis il existe ça aussi, mais le camper down est vraiment, vraiment bien. Dans le sens que, oui, ça existe le camper down, mais il y a autre chose. Puis ultimement, c'est pas nous qui décidons. C'est le client. Puis à la limite, le client peut essayer des choses. Puis après ça, ensemble, on voit c'était-tu la bonne approche finalement ou pas, tu sais. Donc, c'est ça. Puis là, on arrive aussi, on a parlé beaucoup de fluidité, mais comme on se disait, ce qui est très important aussi, c'est d'aller chercher au niveau de l'éducation psychologique de la personne pour qu'elle se sente mieux quand elle parle puis qu'elle s'expose plus.
aux situations. Et là, moi, je pense à 2 approches là, qu'on utilise plus, qui sont tirées des thérapies cognitivo-comportementales et de thérapie d'acceptation et d'engagement. Je dis ça parce que nous, en orthophonie, on a eu en tout cas pour celles qui ont eu des formations là-dedans, on fait de l'éducation psychologique. On ne fait pas de psychothérapie. On montre la base au client, la théorie, mais après ça, si, disons, on voit que c'est pas suffisant, en thérapie, si on voit que la personne vraiment, là, elle a beaucoup d'évitement, elle se sent vraiment pas bien, puis malgré qu'on lui a expliqué la théorie tirée là, de la TCC puis de la CT, bien là, c'est sûr qu'on va référer en psychologie à ce moment-là, quand la personne, c'est pas suffisant ce qu'on fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très relevé dans la littérature, l'efficacité de ce genre de thérapie-là. Puis en bégaiement également, il y a certaines études qui montrent que ça peut vraiment être efficace pour que la personne se sente mieux, puis encore là, qu'elle s'expose plus. Donc, en gros, là, c'est de quand je suis stressée face à une situation, comme mettons ton merci, là, tantôt au magasin, là. La TCC, en fait, puis la CT, là, c'est de se rendre compte, c'est quoi dans ton corps qui se passe? Tu sais, quand tu arrives proche du comptoir, là, puis là, me semble, mon cœur bat vite, là. OK, là, il me semble que j'ai plus chaud, là. Fait qu'en premier, c'est de reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ton corps, puis de ne pas se juger, de dire, ça se peut, là, je suis stressée. Ça se peut. C'est correct. Après, c'est de se dire, OK, je me sens, de nommer l'émotion. Je me sens stressée, je me sens incertain ou je me sens pas sûre de moi, peut-être. C'est ça, comment je me sens. Puis là, c'est de regarder les pensées. À quoi j'ai pensé? Parce que souvent, en fait, toujours, dès qu'on n'est pas bien, on a eu des pensées. Ouais. Par exemple, l'autre va trouver que je cherche mes mots, que je parle pas bien. Je suis... Tu sais, dans le fond, c'est de donner aussi une étiquette des fois nous-mêmes. Là. Je suis faible. Des fois, je suis dans mes poches. Ouais, je sais pas, j'ai bégayé. Je vais bégayer, ou ça peut être la pensée, peut aussi être sur le bégaiement. Je vais bégayer, je vais bloquer, ça sortira pas, ça marchera pas. Fait que là, tout ça en compte, là, on se sent pas bien, on a une émotion négative, on a des pensées qui sont désagréables, mais c'est sûr que notre comportement, on va vouloir pas le dire, on va vouloir comme pas faire la situation, tu sais. Fait que ce qu'on fait en orthophonie, c'est d'expliquer aux clients, mais comment on peut faire pour modifier un petit peu ça, puis avoir des pensées qui sont plus vraies, qui sont plus rassurantes, puis de se dire, de reconnaître le stress en ce cas-ci, de se dire, c'est correct, je suis stressée, ça va, c'est normal, j'ai le droit d'être stressée. Puis après ça, de se dire, ben regarde, je vais dire merci à l'autre personne, c'est ça le plus important, je vais la remercier. Puis si j'ai du bégaiement, ça se peut. Mais moi, je trouve ça important de remercier l'autre personne parce que de son service. Fait que c'est ça le plus important dans la situation. Entre autres. Tu sais, fait que ça serait vraiment d'analyser les pensées de la personne pour essayer de voir comment on peut voir la situation autrement. Oui, je me rends compte que je fais ça déjà sans le savoir. Comme quand j'ai des appels à faire, ça me stresse pour une raison ou pour une autre. Mais il y a des fois, je prends le temps avant, je suis comme, OK, là, je sens que je suis stressée. Je prends du recul par rapport à ça. Puis j'appelle, puis tu sais, oui, je vais bégayer quand même, mais je vais comme être plus en contrôle de mes émotions par rapport à ça. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, notre travail en orthophonie, c'est d'aider la personne à le faire par elle-même. Tout ce dialogue intérieur-là qu'on appelle. De se parler, puis de reconnaître son corps, puis d'être bienveillant avec nous-mêmes. Oui, puis de pas j'aime ce mot-là. Puis c'est ça, de tolérer des émotions négatives parce qu'on est des humains, puis on va en vivre dans plein de situations. C'est temporaire, c'est pas le fun, c'est vrai, mais ça fait partie de la vie. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que tout ça, là, c'est une espèce de discours qu'on a pour aider la personne à affronter des situations, à s'exposer à des situations qui sont plus stressantes, mais de manière graduelle, puis de le faire... de manière, en fait, en étant de plus en plus confiant avec tous ces éléments-là d'éducation psychologique. Puis c'est ça. Puis on parle aussi de l'exposition graduée, donc de s'exposer tranquillement à certaines situations. Tu sais, au lieu, disons que moi, j'ai super peur de dire mon nom. Je sais pas, j'en avais une que c'était vraiment stressant pour elle de donner son prénom au Starbucks, là, de nommer son... ça arrive souvent, de nommer son nom, là, c'est stressant, là.
Fait qu'après ça, c'est d'essayer de voir comment je peux essayer de pratiquer cette situation-là de manière graduée. Fait que c'est comme un escalier qu'on regarde pour, au début, je peux essayer de pratiquer. En fait, on a parlé de ça dans un autre podcast, avec Isabelle Trudeau, l'avocate, qui disait, au début, je commence à pratiquer avec mon chat, à parler avec mon chat, mon chien. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de voir, je peux m'exposer à parler avec mon chum au début, dire mon nom, faire un jeu de rôle que je suis au Starbucks, faire semblant que je suis au Starbucks. Quand je suis chez nous, là, je fais semblant de vivre la situation. Après ça, je peux le faire devant dans un autre type de restauration, par exemple. Puis après ça, à la fin, mon étape ultime, c'est de le faire au Starbucks. T'sais. Fait que ça, c'est de l'exposition graduée. Là, fait qu'on expose le corps plusieurs fois à vivre la situation en étant toujours conscient de ce qu'on pense, essayer de s'encourager de manière la plus réaliste possible dans cette situation-là pour que tranquillement, la situation devienne plus facile puis que ça soit moins épeurant comme situation. Donc, tout ça ensemble, ça fait que avec le travail en orthophonie puis l'éducation psychologique qu'on offre, ça aide la personne à avoir plusieurs trucs, plusieurs façons de faire pour s'aider à mieux améliorer son bien-être dans la communication. On a parlé de plusieurs types de thérapies possibles. Est-ce que la façon dont les thérapies sont offertes, ça peut jouer sur l'efficacité? Oui, en fait, ce qu'on sait là, dans la littérature, là, ça serait que versus les modalités possibles là, d'intervention, là, l'individuel versus la thérapie de groupe, il y a beaucoup d'études qui montrent que la thérapie de groupe serait une bonne avenue pour beaucoup de personnes qui bégayent. Encore là, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui veulent rien savoir du groupe et c'est correct. L'individuel, c'est très correct. Mais le groupe, moi, en tout cas, de manière clinique, là, je vois vraiment que les progrès sont plus rapides à tous les niveaux. Au niveau de la fluidité, au niveau de l'acceptation, au niveau du bien-être, de l'exposition. En groupe, vraiment, je trouve que ça va plus vite. Puis la personne vit beaucoup de succès. Je trouve, quand elle est entourée d'autres personnes puis qu'elle n'est pas toute seule puis que tout le partage que ça implique un groupe, là, moi, je trouve ça très, 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 très gagnant. Mais encore là, chacun décide. Il y a aussi des modalités en personne, donc se voir en personne ou à distance, que ça, pour l'instant, dans la littérature, les deux seraient autant efficaces l'un que l'autre. Donc, la thérapie à distance serait très, très bien là, comme... Tant mieux, parce que dans notre contexte... Avec la COVID. Exact. C'est bien. Donc, ça, c'est super d'aller chercher quand vous êtes dans une région éloignée ou même à Montréal, quand il y a quand même des services en personne de possible. À distance, ça serait quelque chose de très, très bien aussi. Là. Ça serait pas du tout... ça serait pas moins efficace qu'en personne. Puis la modalité intensive versus la modalité non intensive, ça veut dire que de faire une intervention qui est sur plusieurs jours de suite, donc intensif, ou semi-intensif, ça veut dire qu'on aurait de l'intervention à chaque, disons, 2-3 fois par semaine, là, versus non-intensive, que ça soit à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, des rencontres en orthophonie. Bien, il y aurait une certaine proportion de données qu'on a qui tendrait à dire que l'intensif est bien pour les adultes, pour les gens qui bégayent, et mieux, en fait. Mais encore là, ça dépend de ce qui est offert. Il n'y a pas de thérapie intensive pour l'instant, à ma connaissance, au Québec, pour les adultes. Donc c'est ça. Fait que ça. Mais quand même, le fait de le faire plusieurs jours de suite, c'est sûr que ça aide à comme se plonger dans l'intervention, là, puis on est plus dedans pour faire amorcer le processus de changement. Parce qu'on est dans un processus de changement, hein, quand on amorce un processus d'orthophonie, là, d'intervention, c'est qu'on vise à changer des choses dans la vie. Puis quand on le fait de manière intensive, bien souvent, ça peut être un petit peu plus efficace et rapide que si on le fait de manière plus échelonnée. Mm-hmm. J'aimerais dire un mot sur les autres traitements qui ne sont pas nécessairement reconnus par la science, mais dont on entend parler dans le public. Ben oui, c'est ça. Ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, c'est vraiment un résumé là, rapide là, de ce qui existe. Là, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'études et pas. En fait, il y a des approches qui n'ont pas du tout d'études. Là. Mais entre autres, il y a certaines études qui se penchaient sur la rétroaction auditive modifiée. Donc, ça veut dire que la personne bégait,
Puis, avec un certain dispositif qu'elle a, puis des écouteurs, là, elle entend sa parole de manière avec délai. Donc, c'est comme si quelques secondes, là, j'entends la parole quand je parle dans mes écouteurs un petit peu avec délai. Puis ça fait que pour certaines personnes, le bégaiement diminue. Fait qu'il existe ça. Puis il y a d'autres façons aussi là, de changer le message auditif. Là. Il y en a que c'est avec un bruit masqué. Donc, la personne parle, puis dans ses écouteurs, elle entend un bruit blanc, là, qu'on appelle une espèce de bruit... elle n'entend pas tout ce qu'elle dit, dans le fond. C'est comme si son feedback de la parole n'était pas complet. Puis ça, pour certaines personnes, le bégaiement diminue. Ça, c'est sûr que, tu sais, il y a quand même un peu d'études, mais c'est pas non plus quelque chose qui est si efficace que ça pour la majorité des gens, là. Puis ça a été... C'est ça. Puis souvent, le problème en orthophonie, c'est que les études sont trop... Il n'y a pas assez de participants. C'est dans des conditions très, très, très spécifiques. On ne peut pas généraliser dans la vie de tous les jours. Il y a comme plein de problèmes au niveau méthodologique là, qui fait qu'en fait, il y a plusieurs études qu'on ne peut pas rien tirer là, comme information pertinente. Là. Mais je dirais que dans d'autres approches qu'on sait que ce n'est pas efficace, par exemple, il y a l'acupuncture, entre autres, qui a eu des études qui montraient que ce n'est pas efficace là, pour résoudre le bégaiement. D'autres études qu'on le sait moins, il n'y a pas de données probantes. Donc, l'hypnose, certains traitements par des vitamines, dont la thiamine, c'est des choses qu'on ne connaît pas assez. Puis, tu sais, moi, je ne peux pas dire à la personne de ne pas faire ça, mais je ne peux pas non plus recommander des thérapies qui n'ont aucune donnée probante. Donc c'est ça. Fait que, je pense que la personne peut aussi voir puis juger par elle-même si c'est quelque chose qu'elle veut faire. Puis, on ne pourra jamais... je ne peux pas empêcher la personne d'aller voir certaines thérapies alternatives, je dirais. Là. Mais c'est sûr qu'en orthophonie, nous, c'est pas vers ça qu'on va se tourner là, nécessairement. On n'a pas touché à tout, mais je pense qu'on a offert un bon aperçu des thérapies offertes chez l'adulte. Pour clore cet épisode, voici quelques ressources en bégaiement. Donc oui, si la personne qui bégaie décide, pour ce qui est de l'orthophonie, là, si la personne décide d'aller consulter, OK. Si elle ne veut pas consulter, OK aussi. Donc, toutes les options sont possibles. Si la personne veut consulter en orthophonie, donc en premier, moi, je conseillerais d'aller regarder dans le secteur de la santé au niveau public. Donc, selon le territoire où elle habite, de voir c'est quoi les ressources dans les CIUS. Donc, maintenant, c'est comme ça là, qu'on appelle les centres de public. Donc, dans chacun des CIUS, souvent, c'est en centre de réadaptation qu'on va aller chercher des services en orthophonie pour le bégaiement. Ou certains hôpitaux aussi, parfois. Certains points de service là, des établissements publics là, peuvent offrir des services, mais ça varie tellement là, d'une région à l'autre. Là, donc, c'est d'aller regarder là, dans sa région propre qu'est-ce qui est offert au public. Sinon, c'est de se tourner vers certaines cliniques universitaires qui offrent des services en orthophonie à moindre coût, notamment l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université Laval. Et aussi, là, il y a le secteur privé, évidemment. Là, donc, aller consulter au privé. Pour ceux aussi qui ont des assurances là, qui couvrent une certaine partie des frais en orthophonie, ça peut être intéressant. Donc là, c'est d'aller sur le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, donc le site de l'OLOAQ, dans la section « Où consulter ». Et là, on écrit la région dans laquelle on habite, le besoin. Donc, on parle ici de bégaiement, trouble de fluidité. Et en fonction de l'âge qu'on a, on voit quels sont les orthophonistes qui peuvent offrir des services. Comme complément à des ressources thérapeutiques, il y a des associations d'aide aussi, comme pour les enfants, mais en fait, pour les personnes de 18 ans et moins, il y a l'AGBQ, l'Association des jeunes bègues du Québec. Chez les adultes, il y a bien sûr l'ABC, donc nous-mêmes, qui est l'Association Bégaiement comme Communication. Et dans ces deux associations-là, on offre du soutien. À l'ABC, précisément, on offre des groupes d'aide et plusieurs choses comme ce podcast. Et il
y a des ressources qui sont à l'international aussi. Il y en a plusieurs, donc on va les mettre dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi, vraiment. C'est toi qui as principalement fourni toutes les informations dans ce podcast. C'était passionnant. Mais merci encore beaucoup, Judith.